À la fête de famille, mes parents m'ont ordonné de donner mon duplex de luxe à ma sœur au chômage, devant tous nos proches. Quand j'ai refusé, mon père m'a frappé si fort qu'une de mes boucles d'oreilles a volé. Je suis partie, j'ai pris mon téléphone. 30 minutes plus tard, une femme âgée est entrée. « Vous avez 5 minutes pour. » a-t-elle déclaré. Mon nom était Lara, et à 32 ans, je pensais avoir tout construit. Jusqu'à ce que la fête d'anniversaire de ma sœur ne transforme ma vie en un champ de ruines. Devant tous nos proches, mes parents m'ont ordonné de donner les clés de mon duplex, le fruit de mon travail acharné, à ma sœur au chômage. Quand j'ai refusé, mon père m'a frappé. Si fort qu'une de mes boucles d'oreilles a volé à travers la pièce. Je ne suis pas effondrée. Je suis partie, j'ai pris mon téléphone, et 30 minutes plus tard, une vieille dame est entrée. Elle les a regardés et a déclaré « Vous avez 5 minutes pour. » Ce qui s'est passé ensuite a détruit ma famille. Mais cela m'a aussi sauvée. Avant de vous raconter toute cette histoire incroyable, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Quelle heure est-il chez vous en ce moment? Dites-le moi dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où mes histoires voyagent. Je me tenais là, devant l'immense baille vitrée de mon duplex, un verre de Saint-Véran à la main. De mon perchoir au cœur du quartier de Confluence, à Lyon, je pouvais voir la Saône paresseuse enlacer la ville. Les lumières des péniches dansaient sur l'eau, créant des reflets dorés qui semblaient chasser l'obscurité. Cet appartement, c'était plus que des murs et un toit. C'était ma forteresse, mon sanctuaire. Chaque parquet, chaque meuble design, chaque centimètre carré avait été payé par mes nuits blanches, mes déjeuners avalés sur un coin de bureau et mon acharnement à grimper les échelons dans une entreprise de biotechnologie où la compétition était féroce. Je me souviens encore du jour où j'ai reçu les clés, 3 ans plus tôt. C'était un après-midi pluvieux de novembre. L'agent immobilier m'avait laissé seul dans cet espace vide et silencieux. J'avais posé ma main sur le mur froid, et pour la première fois de ma vie, j'avais ressenti un sentiment de sécurité totale. Ce n'était pas juste un achat immobilier, c'était une déclaration d'indépendance. Ce jour-là, en regardant la pluie brouiller les contours de la ville, je m'étais fait une promesse silencieuse, plus jamais je ne dépendrais de l'approbation ou de l'amour conditionnel de qui que ce soit. Cet endroit était la preuve tangible que je pouvais y arriver seule. C'était mon refuge contre un monde, et surtout une famille, qui ne m'avait jamais vraiment comprise. La sonnerie de mon téléphone a déchiré le silence, me tirant de mes pensées. Un rappel sur l'écran, anniversaire Coralie, 20h. Un soupir lourd m'a échappé. Coralie, ma sœur aînée. 35 ans aujourd'hui. 35 ans et toujours à la dérive, vivant au crochet de nos parents depuis que son rêve d'ouvrir une galerie d'art s'était évaporé, la laissant avec des dettes et une amertume tenace. Chaque réunion de famille était la même pièce de théâtre. Coralie était la star fragile et incomprise, et moi, et Lara, la froide et carriériste qui avait troqué sa féminité contre un poste de directrice de l'innovation. Je savais exactement comment la soirée allait se dérouler. Ma mère, Mathilde, allait me gratifier d'un compliment empoisonné sur ma tenue, du genre « C'est très moderne, ma chérie. Tu n'as pas peur que ça fasse un peu trop sévère ?» Mon père, Édouard, me demanderait avec un clin d'œil appuyé si mon bilan financier me tenait chaud la nuit. Ils allaient tous louer l'esprit libre et la sensibilité artistique de Coralie, des euphémismes polis pour dire qu'elle n'avait jamais réussi à garder un emploi plus de 6 mois. Pendant ce temps, ma réussite, mes sacrifices, tout cela serait balayé d'un revers de main, considéré comme une anomalie, presque une agression. J'ai terminé mon verre d'une traite. La chaleur de l'alcool n'a pas réussi à dissiper le nœud glacial qui se formait dans mon estomac. J'ai attrapé le paquet cadeau posé sur la table, un sac à main de créateur que Coralie convoitait depuis des mois, un cadeau bien au-dessus de mes moyens mais que j'offrais dans une tentative pathétique d'acheter un peu de paix. J'ai enfilé mon manteau, attrapé mes clés. En jetant un dernier regard à mon appartement, à ma bulle de tranquillité, j'ai eu un mauvais pressentiment. Je me suis dit que ce n'était qu'une soirée. Quelques heures à jouer mon rôle, à encaisser les piques, et je pourrais rentrer chez moi, dans mon havre de paix. Je me suis garé dans les rues chics du 6e arrondissement, devant l'immeuble haussmannien de mes parents. En coupant le contact, j'ai pris une profonde inspiration. Je me suis dit que ce n'était qu'un dîner,
mais une petite voix au fond de moi savait que chaque retour dans cette maison était une bataille. Une bataille pour ma légitimité, pour mon droit d'exister en dehors du moule qu'ils avaient choisi pour moi. Ce que j'ignorais, c'est que ce soir, il ne s'agissait pas d'une simple bataille. C'était la guerre. Dès que j'ai franchi le seuil de l'appartement de mes parents, j'ai été assailli par un mélange familier d'odeurs de cire d'abeille et de tensions palpables. Le hall d'entrée était immense, le marbre froid sous mes talons résonnait comme un avertissement. Ma mère, Mathilde, est apparue, m'offrant une bise fuyante qui a à peine effleuré ma joue. « Et Lara, te voilà enfin », a-t-elle dit, son regard me scannant de la tête aux pieds. « Cette robe est audacieuse. Coralie est dans le salon, tout le monde n'attendait plus que toi. » Le sous-entendu était clair, j'étais en retard, comme d'habitude, trop occupée par ma vie égoïste. J'ai trouvé ma sœur au centre d'un cercle d'admirateurs, riant aux éclats à une blague que mon père venait de faire. Coralie portait une robe vaporeuse qui la faisait ressembler à une nymphe fragile, une image qu'elle cultivait avec soin. En me voyant, elle m'a fait un signe de la main distrait. Je me suis approchée pour lui tendre son cadeau. « Joyeux anniversaire », ai-je dit. Elle a à peine regardé le sac de luxe avant de le poser sur une pile d'autres cadeaux. « Oh, merci, c'est gentil », a-t-elle murmuré, avant de se tourner vers une cousine pour lui montrer son nouveau bracelet. J'étais déjà invisible. Je me suis dirigée vers le buffet, espérant me fondre dans le décor. C'est là que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Le bar était rempli de bouteilles de vin de supermarché. Pourtant, j'avais fait un effort particulier cette année. J'avais commandé 6 bouteilles d'un Meursault premier cru d'un petit producteur de Bourgogne, un vin exceptionnel que mon père adorait. C'était un cadeau commun, un geste pour montrer que malgré tout, je participais. J'ai interpellé ma mère qui passait par là, un plateau de petits fours à la main. « Maman, les vins que j'ai fait livrer sont arrivés ?» Elle a eu un instant de flottement, son sourire s'est figé. « Oh, tu sais, avec tout ce remue-ménage. Je ne crois pas avoir vu de livraison. » « Tu es sûre de la date ?» Coralie, qui avait entendu la conversation, s'est approchée, un sourire faussement compatissant aux lèvres. « Ne t'en fais pas pour ça, petite sœur. Un ami de la famille a apporté quelques bouteilles, ce sera largement suffisant. C'est l'intention qui compte, n'est-ce pas ?» Le nœud dans mon estomac s'est resserré. Quelque chose clochait. Discrètement, je me suis éclipsée dans le couloir et j'ai appelé le domaine viticole. Le vigneron a décroché, sa voix chaleureuse contrastant avec l'atmosphère glaciale de l'appartement. « Bonjour monsieur Martin, c'était Lara au téléphone. » Il m'a immédiatement rassurée. « Ah oui, mademoiselle. Votre commande a bien été livrée ce matin à 10 heures. » Une dame nommée Coralie a même signé le bon de réception. Le sang s'est glacé dans mes veines. J'ai raccroché, le cœur battant. Elle avait menti. Elle avait intercepté les bouteilles. Mais pourquoi ? J'ai repensé à une conversation surprise quelques semaines plus tôt, où elle se plaignait de ne pas avoir de « bon vin » pour une soirée qu'elle organisait avec ses amis. Le puzzle s'est assemblé dans mon esprit. Elle avait volé mon cadeau pour sa propre fête. La mesquinerie de l'acte m'a coupé le souffle. Je suis retournée dans le salon, ma résolution durcie. Je ne pouvais pas la laisser s'en tirer comme ça. Je l'ai prise à part près de la bibliothèque. « Coralie, j'ai eu le vigneron au téléphone. Il m'a confirmé que tu avais bien réceptionné les vins ce matin. » Son visage a perdu ses couleurs. Pendant une seconde, la panique a traversé ses yeux. Puis, le masque de la victime est revenu. Des larmes ont commencé à perler au coin de ses yeux. « Oh, et Lara ? Je suis tellement désolée », a-t-elle sangloté. J'étais tellement stressée par l'organisation. Je les ai mis de côté pour ne pas qu'ils se perdent et j'ai complètement oublié. Je voulais juste garder quelque chose de beau pour moi, une fois. Tu as tellement de belles choses, toi. La manipulation était si grossière, si évidente. Elle me faisait passer pour la méchante qui venait la harceler le jour de son anniversaire pour une histoire de vin. Elle transformait son vol en un acte de désespoir. J'ai senti la colère monter, brûlante. Mais je suis restée calme. Va les chercher, s'il te plaît. Maintenant. Elle est revenue quelques minutes plus tard avec la caisse de vin,
sortit de sa propre chambre. J'ai pris les bouteilles et je les ai posées bien en évidence sur le buffet, sans un mot. Le regard que Coralie m'a lancé à cet instant était plein d'une haine pure, non dissimulée, avant qu'elle ne se recompose un visage d'ange blessé pour retourner auprès de ses invités. C'est à ce moment précis que j'ai compris. J'ai compris que sa fragilité n'était qu'une arme, et qu'il n'y avait aucune limite à ce qu'elle était prête à faire pour obtenir ce qu'elle voulait. Ce soir, la bataille ne faisait que commencer. Le dîner s'est déroulé dans une ambiance étrange, un mélange de rires forcés et de silence pesant. Je sentais le regard de ma sœur et de mes parents sur moi, lourd de reproches. J'avais gâché leur scénario parfait. J'avais osé exposer une de leurs petites manipulations. Je me suis concentré sur mon assiette, comptant les minutes jusqu'à ce que je puisse décemment m'éclipser. Puis, le moment du gâteau est arrivé. Après les applaudissements et le « joyeux anniversaire » chanté en chœur, mon père, Édouard, s'est levé. Il a tapoté sur son verre avec une cuillère, et un silence respectueux s'est installé. Il avait ce sourire charmeur qu'il arborait toujours avant de prononcer un discours, un sourire qui, je le savais maintenant, pouvait cacher les pires intentions. Mes chers amis, chère famille, a-t-il commencé, sa voix de baryton emplissant la pièce. Nous sommes réunis ce soir pour célébrer les 35 ans de ma fille aînée, ma merveilleuse Coralie. Il a posé une main sur l'épaule de ma sœur, qui rougissait de plaisir. Coralie a toujours été une artiste dans l'âme, une âme sensible naviguant dans un monde parfois trop dur pour elle. Depuis toute petite, elle a toujours eu besoin d'un cocon, d'un port d'attache pour la protéger des tempêtes. Et en tant que parents, notre plus grand désir est de voir nos enfants heureux et en sécurité. Son discours était mielleux, dégoulinant d'une sentimentalité que je savais parfaitement fausse. Il dressait le portrait d'une victime innocente, préparant le terrain pour la suite. J'ai senti tous les regards se tourner vers Coralie avec compassion. Je voyais la pitié dans les yeux de mes tantes et de mes oncles. Mon père a fait une pause dramatique, son regard balayant l'assemblée avant de se poser sur moi. Et c'est là que je l'ai vu. Juste une fraction de seconde, sous le masque du père aimant. Une lueur de désespoir pur. Une angoisse si profonde qu'elle en était presque palpable. Mon cœur a raté un battement. Qu'est-ce qui se passait ? Cette anxiété dans ses yeux n'avait rien à voir avec le bien-être de Coralie. C'était autre chose, quelque chose de plus sombre, de plus personnel. Il a repris, sa voix se faisant plus forte, plus théâtrale. C'est pourquoi, ce soir, nous avons une annonce exceptionnelle à faire. Une annonce qui prouve que dans notre famille, la solidarité n'est pas un vain mot. Pour aider Coralie à prendre un nouveau départ, à trouver enfin la stabilité qu'elle mérite, sa sœur cadette, notre généreuse et brillante Elara, a décidé de lui faire le plus beau des cadeaux. Il a marqué une nouvelle pause, laissant le suspense monter. Je sentais mon sang se transformer en glace. Non. Il ne pouvait pas. C'était impossible. Elara, a-t-il poursuivi en me regardant droit dans les yeux, son sourire s'élargissant. A décidé d'offrir son magnifique duplex de Confluence à sa sœur. Le silence a été total pendant une seconde. Puis, ce fut une explosion. Des applaudissements, des exclamations de surprise et d'admiration. Oh, c'est merveilleux! Quelle générosité! Tu vois, Coralie, ta sœur t'aime. Ma sœur, jouant son rôle à la perfection, a porté ses mains à sa bouche, ses yeux s'écarquillant de surprise avant de s'embuer de larmes de gratitude. Oh, papa! Elara! Je ne sais pas quoi dire. C'est trop. Mais moi, je suis restée figée, mon verre à mi-chemin de mes lèvres. Le monde autour de moi s'est mis à tourner au ralenti. Le son des applaudissements m'arrivait comme un écho lointain et assourdi. C'était un cauchemar. Mon sanctuaire, ma forteresse, ma déclaration d'indépendance, offerte en pâture sur l'autel du bonheur de ma sœur, devant 30 témoins. C'était une exécution publique. Et le pire, c'est que ce n'était pas une suggestion. C'était une proclamation. Un fait accompli. Tout mon univers venait de s'arrêter. Les 30 paires d'yeux de la pièce étaient maintenant braqués sur moi, attendant que je sourie, que je confirme, que je joue mon rôle dans cette mascarade. Mais dans ma poitrine, un volcan de rage et d'incrédulité commençait à gronder, prêt à entrer en éruption. Le temps semblait s'être étiré.
Chaque seconde était une éternité. Je sentais le poids de leurs attentes comme une chape de plomb sur mes épaules. Ils attendaient tous que je me lève, que j'embrasse ma sœur en larmes, que je confirme ce sacrifice absurde au nom de la solidarité familiale. Le sourire de mon père était figé, mais ses yeux me lançaient un avertissement clair, ne fais pas de vagues. J'ai lentement reposé mon verre sur la table. Le petit bruit du cristal sur le bois a semblé résonner dans la pièce silencieuse. J'ai levé la tête et j'ai regardé mon père, puis ma sœur, puis chaque membre de ma famille qui me dévisageait. J'ai pris une inspiration, et j'ai prononcé un seul mot. Un mot qui a fait l'effet d'une bombe. Non. Le mot est sorti, calme, mais ferme. Clair comme du cristal. Dans le silence qui a suivi, on aurait pu entendre une mouche voler. Les sourires se sont crispés. Les applaudissements se sont tus en plein vol. Le visage de mon père s'est décomposé, passant de la fierté théâtrale à une incrédulité furieuse. Pardon, a-t-il articulé, sa voix soudainement rauque. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je me suis levée, mes jambes tremblaient légèrement mais ma voix, non. J'ai dit non. Je ne donne pas mon appartement. J'ai regardé Coralie, dont les larmes de joie s'étaient transformées en larmes de rage. Cet appartement, c'est ma vie. Ce sont mes années de travail, mes sacrifices. Ce n'est pas un cadeau d'anniversaire qu'on offre sur un coup de tête. C'est à moi. Ce fut le signal. La meute s'est déchaînée. Ma mère a été la première à bondir. Et Lara? Comment oses-tu? Tu nous fais honte. Ta sœur a besoin de toi, et toi tu ne penses qu'à tes 4 murs. C'est d'un égoïsme incroyable. Sa voix était stridente, accusatrice. Ma tante a enchaîné, sa main sur son cœur comme si elle allait s'évanouir. Mais enfin, ma chérie, ce n'est qu'un appartement. La famille, c'est plus important que le matériel. Tu n'as donc pas de cœur? Mon oncle a grogné depuis l'autre bout de la table, ingrate. Après tout ce que tes parents ont fait pour toi. Chaque mot était une pierre qu'on me jetait. Ils m'encerclaient, me jugeaient, me condamnaient. Coralie, elle, avait sorti le grand jeu. Elle s'était effondrée sur sa chaise, le visage caché dans ses mains, ses sanglots secouant ses épaules. Je le savais. Pleurait-elle assez fort pour que tout le monde entende? Tu ne m'as jamais aimée. Tu as toujours été jalouse. La pression était insoutenable. C'était moi contre tous. Ils essayaient de me broyer, de me faire plier sous le poids de la culpabilité. Mon père s'est approché de moi, son visage à quelques centimètres du mien. Sa voix était un sifflement venimeux. Tu vas accepter. Tu vas le faire pour cette famille. Puis il a prononcé la phrase qui a tout fait basculer. La phrase qui a révélé le fond de sa pensée. Et Lara, ton succès ne veut rien dire s'il ne sert pas cette famille. Le rôle d'une fille, c'est de savoir se sacrifier. Cette phrase a eu l'effet d'un électrochoc. Ce n'était plus une question d'appartement. C'était une question de principe. Une question de dignité. C'était la négation de tout ce que j'étais, de tout ce pourquoi je m'étais battue. J'ai redressé les épaules, et je l'ai regardé droit dans les yeux. Ma peur s'était envolée, remplacée par une froide détermination. Mon succès, ai-je répondu, ma voix tranchante comme une lame, sert à prouver que je peux me tenir debout toute seule. Il ne sert pas de bouée de sauvetage pour les mauvais choix des autres. Et mon rôle n'est pas de me sacrifier. Mon rôle est de vivre ma propre vie. La vérité de mes paroles était comme une gifle en plein visage pour eux. Un silence de mort est tombé sur la pièce. J'avais brisé le pacte. J'avais refusé le rôle qu'on m'avait assigné. J'avais osé dire non. Maintenant, je me tourne vers vous. Imaginez être à ma place, entouré par votre propre famille qui vous demande de renoncer à tout ce que vous avez construit. Que feriez-vous? Auriez-vous cédé sous la pression, ou seriez-vous resté ferme comme je l'ai fait? Dites-moi honnêtement ce que vous auriez fait dans les commentaires. La vérité dans mes mots a été comme une gifle pour eux. Et je ne savais pas encore qu'une vraie gifle, bien réelle celle-là, était sur le point de s'abattre sur moi. Le visage de mon père s'est tordu de fureur. La façade du patriarche bienveillant s'est fissurée, révélant le tyran qui se cachait en dessous. Ses yeux, qui quelques instants plus tôt brillaient d'une fausse fierté,
lançait maintenant des éclairs. Il ne voyait plus sa fille. Il voyait une insubordination intolérable. « Tu me défies » a-t-il sifflé, sa voix basse et menaçante. Je n'ai pas eu le temps de répondre. Je n'ai même pas vu le coup venir. Sa main s'est abattue sur ma joue dans un mouvement rapide et brutal. Clac. Le son a claqué dans le silence de la pièce. Un son sec, violent, obscène. Ma tête a été projetée sur le côté, une douleur fulgurante a explosé dans ma joue, irradiant jusqu'à ma tempe. Sous le choc, ma boucle d'oreille en perles, un cadeau de ma grand-mère, s'est décrochée et a volé dans les airs, décrivant une petite parabole argentée avant d'atterrir sur le parquet avec un minuscule bruit sec. Le temps s'est arrêté. Il y a eu une vague de hoquets étouffés parmi les invités. Le silence qui a suivi était pire que des cris. C'était un silence de mort, un silence complice. Personne n'a bougé. Personne n'a crié. Personne n'est venu vers moi. Ma mère était figée, la main sur la bouche, mais ses yeux ne montraient pas de l'horreur. Ils montraient de la panique. La panique de voir sa petite mise en scène s'effondrer. J'ai lentement tourné la tête, ma joue me brûlant comme si elle était en feu. J'ai vu ma sœur, Coralie. Elle avait cessé de pleurer. Son visage arborait une expression de choc fin, mais derrière, j'ai vu une lueur. Une lueur de triomphe. Elle avait gagné. Elle avait réussi à me pousser à bout, à me faire passer pour la rebelle, et à provoquer la réaction qui me condamnait aux yeux de tous. Dans la périphérie de ma vision, j'ai vu un de nos jeunes cousins, le téléphone à la main, le point rouge de l'enregistrement clignotant discrètement. Il filmait la scène. L'humiliation était désormais immortalisée. Je sentais les larmes monter, chaudes et piquantes, mais je les ai ravalées. Je ne leur donnerai pas cette satisfaction. Pas ce soir. Pas jamais. La douleur sur ma joue était vive, mais la douleur dans ma poitrine était 1000 fois pire. Ce n'était pas la douleur de la gifle. C'était la douleur de la solitude absolue. La réalisation terrifiante que dans cette pièce remplie de 30 personnes qui portaient mon nom, qui partageaient mon sang, j'étais complètement et irrémédiablement seule. Pas une seule main ne s'est tendue vers moi. Pas une seule voix ne s'est élevée pour me défendre. Ma décision a été prise en une fraction de seconde. Froidement. Calmement. J'ai ignoré les regards, les chuchotements qui commençaient à s'élever. J'ai fait un pas en avant, mes yeux fixés sur le petit point nacré de ma boucle d'oreille qui brillait sur le sol. Je me suis penchée, avec une dignité que je ne savais pas posséder, et je l'ai ramassée. Le contact de la perle, froide et lisse, dans ma paume brûlante a eu un effet étrangement calmant. Je me suis redressée. J'ai regardé ma sœur, qui se tenait à côté de mon père comme un trophée. J'ai eu un petit sourire, un sourire qui ne venait pas de mes lèvres mais du plus profond de ma rage glaciale. Joyeux anniversaire, ma sœur, ai-je dit, ma voix parfaitement stable. Puis, sans un regard pour mon père, pour ma mère, ou pour les visages choqués et curieux des invités, j'ai tourné les talons et j'ai marché vers la porte d'entrée. La foule s'est écartée sur mon passage comme la mer devant Moïse. J'entendais leurs murmures dans mon dos. Elle s'en va. Quelle scène! Quand la lourde porte de l'appartement s'est refermée derrière moi, coupant le son de leur monde, ce n'est pas leur jugement que je ressentais. C'était le silence. Le silence de leur trahison. Ce silence a été le coup le plus violent de tous, bien plus que la main de mon père. J'avais cessé d'être leur fille, leur sœur, leur nièce. J'étais devenue une étrangère. Et je savais que plus rien ne serait jamais comme avant. Le couloir de l'immeuble était frais et silencieux. Le contraste avec l'atmosphère suffocante de l'appartement était saisissant. Je me suis adossée contre le mur en marbre, sentant sa froideur s'infiltrer à travers le tissu de ma robe. Ma joue me lançait, un rappel constant et douloureux de ce qui venait de se passer. Mes mains tremblaient de façon incontrôlable. J'ai sorti mon téléphone de mon sac, mes doigts glissant sur l'écran. Mon premier réflexe a été d'appeler Léa. Ma meilleure amie. Mon ancre dans la tempête. Elle a décroché à la première sonnerie, comme si elle avait senti que quelque chose n'allait pas. Et Lara? Ça va? Sa voix, vive et inquiète, a suffi à faire craquer la digue que j'avais érigée. Il m'a frappé, Léa, ai-je murmuré,
ma propre voix me semblant lointaine et brisée. Papa m'a giflé. Un silence choqué à l'autre bout du fil. Puis, sa voix est revenue, dure comme de l'acier. Quoi? Raconte-moi. Tout de suite. Les mots se sont déversés hors de moi, dans un torrent chaotique et fiévreux. L'annonce publique, la demande surréaliste de donner mon duplex, la pression de toute la famille, mon refus, et la violence qui a suivi. Je lui ai raconté le regard de Coralie, le silence des invités, le sentiment d'abandon total. Léa a écouté sans m'interrompre, son silence vibrant de fureur contenue. Quand j'ai terminé, ma respiration était saccadée. « Tu ne mérites pas ça, Elara », a-t-elle finalement dit, sa voix tremblante de rage. « Tu portes cette famille à bout de bras depuis des années. Tu paies leurs vacances, tu règles leurs dettes, tu es toujours là pour eux. Et voilà comment ils te remercient. Ils sont toxiques. Des parasites. » Ces mots, durs mais vrais, m'ont fait l'effet d'un baume. Elle voyait clair. Elle n'essayait pas de trouver des excuses. Elle validait ma douleur, ma colère. Je ne sais pas quoi faire, Léa. Ai-je avoué, me sentant soudainement petite et perdue. Si, tu sais, a-t-elle rétorqué vivement. Il n'y a qu'une seule personne qui peut régler ça. Une seule personne que ton père craint plus que tout au monde. Tu dois appeler ta grand-mère. Geneviève. Le nom a résonné dans mon esprit. Ma grand-mère paternelle. La matriarche. À 80 ans, elle était encore la présidente d'honneur du conseil d'administration de l'entreprise qu'elle avait fondée, une femme d'affaires redoutable à la retraite qui tenait encore les cordons de la bourse familiale d'une main de fer. Elle était stricte, parfois intimidante, mais elle possédait un sens de la justice infaillible. Elle avait toujours eu un faible pour moi, admirant mon indépendance, une qualité qu'elle voyait comme un reflet de sa propre jeunesse. Mais l'appeler signifiait déclarer une guerre nucléaire familiale. Je ne sais pas, ai-je hésité. Fais-le, Elara, a insisté Léa. C'est la seule solution. Elle ne laissera jamais passer ça. Jamais. Fais-lui confiance. Elle sera de ton côté. J'ai fermé les yeux, le visage de ma grand-mère s'imposant à mon esprit, ses yeux vifs, son port de reine, sa détermination sans faille. Léa avait raison. C'était mon seul recours. C'était mon unique espoir. J'ai mis fin à l'appel avec Léa. J'ai fait défiler mon répertoire, mes doigts tremblants s'arrêtant sur le nom, grand-mère Geneviève. J'ai fixé le nom pendant un long moment, le cœur battant à tout rompre. C'était le point de non-retour. Si j'appuyais sur ce bouton, plus rien ne serait jamais pareil. La famille telle que je la connaissais, avec ses dysfonctionnements et ses faux-semblants, cesserait d'exister. Et alors que mon pouce survolait le bouton d'appel, j'ai réalisé que c'était exactement ce que je voulais. J'ai appuyé. La sonnerie a retenti une fois. 2 fois. Puis, un déclic. Une voix grave et posée, qui ne trahissait aucunement son âge, a répondu. « Et Lara ?» J'ai pris une grande inspiration, sentant une force nouvelle m'envahir. La force de ceux qui n'ont plus rien à perdre. « Grand-mère, ai-je commencé, j'ai besoin de ton aide. » Et je lui ai tout raconté. Après avoir raccroché avec ma grand-mère, un calme étrange s'est emparé de moi. Elle n'avait pas posé beaucoup de questions. Elle avait surtout écouté, son silence ponctué de quelques et je vois. À la fin de mon récit, elle a simplement dit, ne bouge pas. J'arrive. 30 minutes. Puis elle a raccroché. Pas de mots de réconfort, pas de promesses. Juste une affirmation. J'arrive. Et je savais que c'était tout ce dont j'avais besoin. Je me suis assise sur les marches froides de l'escalier de service, le dos appuyé contre le mur. 30 minutes. 30 minutes à attendre dans ce purgatoire silencieux entre ma vie d'avant et ce qui allait suivre. J'ai sorti la petite perle de ma poche et je l'ai fait rouler entre mes doigts. Elle était le seul témoin tangible de la violence que j'avais subie. C'est alors que mon téléphone a commencé à vibrer. Encore et encore. Sans s'arrêter. Ce n'était pas Léa. C'était une avalanche de notifications de messages. J'ai ouvert le premier. C'était ma tante Cécile, la sœur de ma mère, qui n'était pas à la fête. « Et Lara,
Ta mère vient de m'appeler en pleurs. Je suis profondément déçue. Comment as-tu pu faire une scène pareille et être si cruelle avec ta sœur le jour de son anniversaire? Ton père ne t'a pas élevé comme ça. Mon estomac s'est noué. Avant même que j'aie pu encaisser le choc, un autre message est arrivé. Mon cousin Thomas. J'arrive pas à croire ce que je viens d'entendre. T'as pété les plombs parce qu'on te demandait un peu d'aide? Le succès te monte vraiment à la tête. Pauvre Coralie. Puis un autre. Et encore un autre. Une vague de messages de membres de la famille qui n'étaient même pas présents. Le scénario était toujours le même, ma mère ou Coralie les avait appelés, leur livrant une version complètement déformée des événements. Dans leur histoire, j'étais la méchante. J'étais celle qui avait crié, qui avait insulté tout le monde, qui avait fait une crise de nerfs parce que j'étais trop égoïste pour aider ma pauvre sœur en détresse. Pas un mot sur la demande de mon père. Pas un mot sur la gifle. C'était une campagne de dénigrement. Une exécution en règle. Il ne se contentait pas de m'aliéner, il prenait les devants pour s'assurer que personne dans la famille n'entendrait jamais ma version de l'histoire. Il me coupait l'herbe sous le pied, m'isolant complètement, me peignant comme une folle hystérique et ingrate. La nausée m'a prise. C'était diabolique. C'était calculé. Pendant que j'étais assise ici, tremblante et meurtrie, eux, à l'intérieur, étaient déjà en train de réécrire l'histoire, de consolider leur version des faits, de s'assurer de leur statut de victime. J'ai ressenti une vague de désespoir si intense qu'elle m'a presque submergée. Ils allaient gagner. Comment pouvais-je me battre contre ça? Contre une famille entière unie contre moi, armée de mensonges? Chaque vibration de mon téléphone était comme un nouveau clou planté dans mon cercueil. J'ai serré la petite perle dans ma main si fort que son contour s'est imprimé dans ma paume. Dans ce couloir froid, sous la lumière blafarde du néon de sécurité, j'ai vraiment cru que j'avais tout perdu. Ils ne m'avaient pas seulement frappé physiquement. Ils étaient en train de m'effacer, de rayer mon existence de leur histoire commune, me remplaçant par une caricature monstrueuse qu'ils avaient eux-mêmes créée. J'ai fermé les yeux, essayant de retenir les larmes de rage et d'impuissance. Je n'avais plus personne. Personne sauf la promesse d'une vieille dame de 80 ans. Mais que pouvait-elle faire, seule, face à une meute entière? Le temps s'écoulait, et le doute commençait à s'installer. Et s'ils arrivaient à la convaincre elle aussi? S'ils lui servaient la même histoire avant qu'elle n'arrive? Dans cet instant de panique, je me suis sentie plus seule que jamais. Mais ils ne savaient pas une chose. Ils ne savaient pas que leur plus grande erreur n'avait pas été de me frapper. Leur plus grande erreur avait été de réveiller le lion qui dormait. Et le lion était en route. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Le bruit de l'ascenseur arrivant à l'étage m'a fait sursauter. Les portes métalliques se sont ouvertes dans un sifflement. Une silhouette s'est dessinée dans l'encadrement. Ma grand-mère, Geneviève. Elle n'était pas grande, mais elle avait une présence qui semblait remplir tout l'espace. Vêtue d'un tailleur pantalon en tweed, un simple collier de perles à son cou, elle avançait avec une assurance que l'âge n'avait pas entamée. Sa canne à pommeau d'argent ne lui servait pas de soutien, mais de sceptre. Elle tapait le sol en marbre à un rythme régulier et impérieux. Toc. 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 Un son qui annonçait l'arrivée du jugement. Ses yeux vifs et perçants ont balayé le couloir et se sont posés sur moi, assise sur les marches. Elle n'a pas montré de surprise ou de pitié. Elle s'est approchée, son visage une étude de concentration sévère. Je me suis levée maladroitement, me sentant soudain comme une petite fille prise en faute. La première chose qu'elle a faite n'a pas été de parler. Elle a posé sa mallette en cuir à ses pieds, puis a tendu sa main gantée de fin cuir et a doucement relevé mon menton. Ses doigts étaient frais sur ma peau. Son regard d'acier a examiné ma joue, où la marque rouge des doigts de mon père était encore visible. Son expression n'a pas changé, mais j'ai vu quelque chose durcir dans ses yeux. Une étincelle froide et dangereuse. « Raconte-moi tout, ma chérie », a-t-elle dit, sa voix basse et calme. Mais ce calme était plus effrayant qu'un cri. C'était le calme du centre d'un cyclone. Elle m'a écouté sans un mot,
ses yeux ne quittant jamais les miens. Quand j'ai eu terminé, elle a hoché la tête lentement. Puis, elle a fait quelque chose d'inattendu. Elle m'a prise dans ses bras. Ce n'était pas une étreinte démonstrative, mais elle était solide, protectrice. Tu as bien fait, a-t-elle murmuré à mon oreille. Reste derrière moi maintenant. Elle s'est retournée et s'est dirigée vers la porte de l'appartement. Elle n'a pas sonné. Elle a sorti une vieille clé de son sac et l'a insérée dans la serrure. La porte s'est ouverte sur une scène de chaos maîtrisé. Mes parents tentaient de calmer les invités restants, Coralie sanglotait bruyamment dans les bras d'une tante. L'entrée de Geneviève a eu l'effet d'une déflagration. Tous les regards se sont tournés vers elle. Les conversations se sont arrêtées net. La musique du quatuor à cordes, qui avait repris timidement, s'est éteinte dans une note discordante. Mon père a blêmi. Maman? Que fais-tu ici? Geneviève l'a ignoré. Son regard a balayé la pièce, froid et analytique, comme un général inspectant un champ de bataille. Puis, sa voix a retenti, claire et tranchante, sans besoin d'être élevée pour dominer le silence. Édouard. Mon père a tressailli comme si on l'avait appelé au garde à vous. Explique-moi, a-t-elle continué en avançant lentement dans la pièce, sa canne résonnant sur le parquet. Explique-moi par quel droit, par quelle aberration de l'esprit, tu as osé lever la main sur ma petite fille. Le mot « ma » a été accentué, créant une ligne de démarcation claire. Ce n'était plus sa fille. C'était sa petite fille. La protégée de la matriarche. Mon père a bégayé. Maman, tu ne comprends pas. Elle a fait une scène. Elle a été insolente. Silencio, a-t-elle claqué, et mon père s'est tu instantanément. Elle a pointé sa canne vers le sol. Je vous donne 5 minutes. 5 minutes pour retrouver la boucle d'oreille en perles que cette brute a arrachée à Elara. Si dans 5 minutes, cette boucle n'est pas dans ma main, les conséquences seront permanentes. Une vague de panique a parcouru l'assemblée. Coralie, réalisant que le vent avait tourné, s'est mise à 4 pattes, sa robe de créateur traînant sur le sol, cherchant frénétiquement la perle. Ma mère s'est précipitée vers mon père, lui murmurant des choses affolées. Geneviève les a ignorées. Elle s'est adressée à la pièce entière. Vous avez tous regardé. Vous avez tous laissé faire. Certains d'entre vous ont même applaudi cette mascarade. Vous êtes tous complices. Son regard s'est posé sur Coralie qui rampait au sol. Et toi? Tu as passé ta vie à te nourrir de la générosité des autres comme une sangsue. Ce soir, ton repas est terminé. L'air dans la pièce était devenu irrespirable. Les sourires narquois avaient disparu, remplacés par une peur non dissimulée. Ils n'avaient pas seulement offensé moi. Ils avaient réveillé un pouvoir qu'ils avaient oublié, une autorité qu'ils pensaient endormie. Ils avaient réveillé la reine. Et la reine était venue réclamer son dû. Les 5 minutes se sont écoulées dans un silence de plomb, uniquement troublé par les sanglots de Coralie et le bruit frénétique de ses recherches vaines sur le parquet. Bien sûr, il ne trouverait jamais la boucle d'oreille. Elle était en sécurité dans ma poche. Ma grand-mère le savait. Ce n'était pas un test, c'était un rituel. Une façon de souligner leur échec et son contrôle absolu. Au terme du décompte, Geneviève a tapé sa canne une fois sur le sol. Le son sec a fait sursauter tout le monde. C'est terminé, a-t-elle annoncé. Elle a sorti son téléphone de son sac, un modèle simple, sans fioriture. Elle a composé un numéro, puis a activé le haut-parleur. Une voix d'homme, posée et professionnelle, a répondu. Maître Dubois, bonsoir. Dubois, a dit ma grand-mère. J'ai besoin de vous. Immédiatement. Bien sûr, madame, a répondu l'avocat, sans la moindre surprise dans la voix, comme s'il s'attendait à cet appel. Que puis-je faire pour vous? Premièrement, a commencé Geneviève, son regard fixé sur mon père qui était devenu livide. Dès la première heure demain matin, vous allez geler l'accès de mon fils, Édouard, au fonds fiduciaire familial. Tous ses droits de signature, toutes ses procurations sont révoquées. Est-ce clair? Parfaitement, madame. Mon père a fait un pas en avant, le visage déformé par la panique. Maman, non. Tu ne peux pas faire ça. L'entreprise?
Ma grand-mère l'a foudroyé du regard et il s'est arrêté net. Deuxièmement, Dubois. Vous allez préparer tous les documents nécessaires pour transférer l'intégralité de la gestion du patrimoine, y compris mes parts dans la société, à Elara. Nous avons une réunion au cabinet lundi matin, à 9 heures précises, pour tout finaliser. Un cri étranglé s'est échappé des lèvres de ma mère. Tout. Mais, et nous? Et Coralie? Le regard de Geneviève s'est adouci un instant, mais c'était la douceur du prédateur. Vous recevrez une allocation. Suffisante pour vivre décemment, mais pas un centime de plus. Quant à Coralie, a-t-elle dit en regardant ma sœur toujours prostrée au sol, elle a 35 ans. Il est grand temps qu'elle apprenne la valeur du mot « travail ». Elle ne touchera rien. Ce fut l'effondrement. Coralie a éclaté en sanglots hystériques, des cris d'enfant gâté à qui on vient de retirer son jouet préféré. Ma mère s'est agrippée au bras de mon père, répétant en boucle « Dis quelque chose, Édouard, dis quelque chose ». Mon père, lui, semblait avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. Le masque du tyran était tombé, laissant place à un homme brisé et acculé. Et enfin, Dubois, a ajouté ma grand-mère comme un coup de grâce. Faites-moi une enquête sur la situation financière exacte de la société d'Édouard ces 6 derniers mois. J'ai le sentiment désagréable que mon fils a été, particulièrement stupide. Cette dernière phrase a été la clé qui a tout fait exploser. Mon père a craqué. C'est de sa faute, a-t-il crié, me pointant du doigt, son visage rouge de rage et de honte. Tout est de sa faute. Si elle avait accepté. Accepter quoi, Édouard? A demandé ma grand-mère, sa voix dangereusement calme. L'entreprise va couler, a-t-il avoué, les mots se bousculant dans sa bouche. J'ai fait de mauvais placements? Des investissements risqués? Tout est en train de s'effondrer. J'avais besoin de son appartement. J'avais besoin de l'hypothéquer pour obtenir un prêt relais, pour sauver ce que j'ai construit. C'était la seule solution. Le silence qui a suivi cette confession était assourdissant. La vérité, laide et pathétique, était enfin révélée. Ce n'était pas une question d'aider Coralie. Ce n'était même pas une question de principe familial. C'était une question d'argent. Il était prêt à me sacrifier, à me voler mon foyer, à me déposséder, non pas par méchanceté pure, mais par lâcheté et incompétence. L'humiliation publique, la gifle, tout ça n'était que la rage impuissante d'un homme aux abois qui voyait son dernier espoir lui échapper. Les invités restants se regardaient, gênés. Le grand Édouard, l'homme d'affaires respecté, n'était qu'un joueur qui avait tout misé et tout perdu. Ma grand-mère a hoché la tête, sans la moindre trace de surprise. Je vois, a-t-elle dit simplement. Elle a mis fin à l'appel avec son avocat. Puis, elle s'est tournée vers moi, ignorant complètement le chaos qui régnait autour de nous. Ses yeux étaient emplis d'une tristesse infinie, mais aussi d'une détermination de fer. « Viens, Elara » a-t-elle dit doucement. Cet endroit n'a plus rien à nous offrir. Elle a posé sa main sur mon dos, et ensemble, nous nous sommes dirigés vers la porte, laissant derrière nous les ruines fumantes d'une famille qui venait de s'autodétruire. Les 3 mois qui ont suivi cette nuit apocalyptique ont été à la fois les plus difficiles et les plus libérateurs de ma vie. Le lundi matin suivant la fête, à 9 heures précises, j'étais dans le bureau de Maître Dubois, aux côtés de ma grand-mère. Les documents étaient prêts. J'ai signé des papiers qui m'ont donné un pouvoir et une responsabilité que je n'aurais jamais imaginé. Sous le mentorat strict mais juste de Geneviève et de son avocat, j'ai commencé à plonger dans les méandres des finances familiales, découvrant l'étendue des dégâts causés par la gestion imprudente de mon père. J'ai coupé tout contact avec mes parents et ma sœur. J'ai bloqué leurs numéros, leurs emails, leurs profils sur les réseaux sociaux. Au début, ils ont essayé. Des messages de colère, puis de supplication, puis de nouveau de colère. J'ai tout ignoré. La ligne avait été franchie. La confiance était brisée de manière irréparable. Le silence était ma seule réponse. Les nouvelles de leur nouvelle vie me parvenaient par bribes, via des contacts communs ou Léa, qui gardait une oreille attentive. Comme l'avait prédit ma grand-mère, la chute a été brutale. Ils ont dû vendre le grand appartement du 6e arrondissement. Le produit de la vente a à peine suffi à éponger les dettes les plus urgentes de l'entreprise de mon père, qui a finalement été placée en liquidation judiciaire.
Ils ont emménagé dans un petit appartement de location en banlieue, un choc culturel et social immense pour ma mère qui avait bâti toute son identité sur son statut. Coralie, privée de sa source de revenus illimités, a été confrontée à une réalité pour laquelle elle n'était absolument pas préparée, elle devait trouver un travail. Les premières tentatives ont été des échecs cuisants. Elle n'avait aucune compétence, aucune expérience, et surtout, aucune humilité. Le petit monde lyonnais est un village, et la vidéo de la fête, bien que n'ayant pas été rendue publique, avait circulé dans certains cercles, ternissant durablement leur réputation. Je n'ai ressenti aucune joie mauvaise en apprenant leur déchéance. Pas de schadenfreude. Juste une sorte de paix mélancolique. C'était la conséquence logique de leurs actes. Un rééquilibrage karmique. Ils avaient bâti leur confort sur ma mise à l'écart et leur bonheur sur le déni de ma valeur. Maintenant que je n'étais plus là pour servir de pilier silencieux, tout leur château de cartes s'était effondré. Ma vie, en revanche, prenait un nouvel essor. Au travail, libérée du poids mental de ma famille, j'étais plus créative et audacieuse que jamais. J'ai mené à bien un projet de recherche majeur qui nous a valu une reconnaissance nationale et une promotion au poste de directrice exécutive de la R&D. Mais les plus grands changements étaient intérieurs. La relation avec ma grand-mère s'est transformée. Nos déjeuners hebdomadaires sont devenus un rituel sacré. Elle ne me parlait pas seulement d'affaires. Elle me racontait son histoire, comment elle avait construit son entreprise à une époque où les femmes entrepreneurs étaient des exceptions, les batailles qu'elle avait dû mener. En elle, j'ai trouvé le modèle que j'avais toujours cherché. Une femme qui alliait la force et la bienveillance, l'intelligence et l'intégrité. Léa, mon amie de toujours, est restée mon roc. Elle a été là pour les moments de doute, les crises de larmes tardives où la colère laissait place à la tristesse. Elle remplissait mon duplex de rire et de normalité, me rappelant qu'une famille ne se définit pas par les liens du sang, mais par les liens du cœur. Lentement, un nouvel équilibre s'est installé. La douleur était toujours là, une cicatrice fine et blanche, mais elle ne dictait plus ma vie. Je respirais plus librement. Je souriais plus sincèrement. Je me sentais enfin, entière. Parfois, en regardant la ville depuis ma baie vitrée, je pensais à cette nuit-là. Je ne pensais plus à la gifle avec colère, mais avec une étrange forme de gratitude. Cette gifle n'avait pas seulement blessé mon visage. Elle avait brisé mes chaînes. Un soir, 6 mois après la fameuse fête, je me tenais à nouveau devant ma baie vitrée, mais cette fois, je ne tenais pas un verre de vin, mais un trophée en verre gravé. Je venais de recevoir le prix de l'innovation de l'année dans le secteur des biotechnologies. La cérémonie avait été grandiose, mes collègues m'avaient applaudi chaleureusement. En montant sur scène, je n'avais pas remercié ma famille. J'avais remercié ma grand-mère, Geneviève, et mon amie, Léa, les 2 femmes qui m'ont appris que la plus grande force réside dans le courage de tracer sa propre voie. En regardant les lumières de Lyon scintiller en contrebas, j'ai réfléchi au chemin parcouru. Mon duplex, autrefois un simple refuge, était devenu le quartier général de ma nouvelle vie. C'était ici que je prenais les décisions importantes concernant l'héritage familial, que j'organisais des dîners avec mes vrais amis, que je me ressourçais. Ce n'était plus une forteresse contre le monde, mais une plateforme de lancement vers l'avenir. La leçon la plus importante que j'ai apprise n'était pas financière. C'était une leçon sur les limites. J'ai appris que poser des limites saines n'est pas un acte d'égoïsme, mais un acte de survie et de respect de soi. La famille ne vous donne pas le droit de violer votre intégrité, de nier votre valeur ou de vous voler votre avenir. Le véritable amour familial ne demande pas de sacrifice, il encourage l'épanouissement. J'ai aussi compris la véritable nature de l'héritage. L'argent, les propriétés, les actions, ce ne sont que des outils. Le véritable héritage que ma grand-mère m'a transmis, c'est sa force de caractère, sa résilience, sa conviction qu'une femme peut et doit être maîtresse de son destin. Et j'ai décidé d'honorer cet héritage d'une manière qui aurait du sens. La semaine dernière, j'ai finalisé la création de la Fondation Geneviève. Avec une partie des fonds que je gérais désormais, j'ai mis en place un programme de bourse et de mentorat destiné à soutenir les jeunes femmes issues de milieux modestes qui souhaitent lancer leur propre entreprise dans les domaines de la science et de la technologie. Je voulais transformer ma douleur en opportunité pour d'autres.
Je voulais que le courage de ma grand-mère et ma propre lutte pour l'indépendance servent de tremplin à la prochaine génération de femmes fortes. Mon téléphone a vibré. C'était un message de Léa. Alors, Madame la lauréate, on fête ça quand, émoticône, clin d'œil. J'ai souri. Ma vie était pleine. Pleine de projets, de défis, et d'un amour sincère et inconditionnel. L'ombre de ma famille biologique s'était estompée, remplacée par la lumière de la famille que j'avais choisie. L'histoire de ma famille est une histoire de trahison et de douleur, mais elle est aussi devenue une histoire de libération et de reconstruction. Ma cicatrice est toujours là, mais elle me rappelle chaque jour que même des blessures les plus profondes peuvent être une force insoupçonnée. Et c'est le message que je veux partager avec vous aujourd'hui. Mon histoire a eu une fin heureuse, mais je sais que beaucoup de personnes, peut-être même certains d'entre vous qui m'écoutez, vivent des situations de conflit ou d'injustice familiale en silence. Si vous avez déjà vécu une expérience où vous avez dû vous battre pour votre indépendance ou votre dignité face à vos proches, partagez un morceau de votre histoire dans les commentaires. Créons ensemble un espace de soutien où chacun se sent écouté. Votre histoire compte. N'oubliez pas de laisser un like si ce récit vous a touché, et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires. Prenez soin de vous.